On va aborder la grande question d'identité, d'écologie aussi, et peut-être plus vastement d'héritage, celui qu'on a nous, ce qui nous vient de nos ancêtres, et celui qu'on laisse aussi, la terre qu'on laissera demain. En ce lendemain de COP26, on peut se poser la question effectivement de ce qui viendra après nous, et c'est une des questions que se pose Séverine Kodjo-Granvaux dans son livre Devenir vivant. La planète est en surchauffe, la planète va mal, et comment poser autrement la question du monde. Non pas changer le monde, dit-elle, mais changer de monde. Et vous verrez que même si ça paraît surprenant que je commence en parlant d'écologie, alors qu'on va aussi parler de race et d'identité noire, mais vous verrez, et c'est le postulat du livre de Séverine Kodjo-Granvaux, que la question écologique est peut-être aussi liée, et certainement liée, au besoin de l'homme de vouloir dominer et posséder et les autres hommes à une période à certains siècles, et il n'y a pas si longtemps que ça, et posséder aussi la terre, et à vouloir tout posséder, et à s'exclure de certains autres mondes et d'autres espaces, et vouloir absolument tout dominer. On hérite peut-être de quelque chose de catastrophique, et que faisons-nous pour demain? On le verra bien. La question d'identité est importante aussi dans votre livre, Séverine Kodjo-Granvaux, identité noire aussi, ces noirs qu'on a voulu aussi rendre esclaves, et être plutôt du côté de la nature qu'on a d'ailleurs rejeté. Et vous dites que les choses ont changé certainement le jour où on a séparé nature et culture, et c'est la notion de liberté de l'homme qui a voulu dominer la nature, et l'homme noir étant du côté de la nature, on a voulu aussi l'exploiter, le posséder comme tout le reste. Et à force d'exploiter tout, que reste-t-il? Et on verra ça ensemble. Cette question du vivant, ou presque des vivants, parce que tout est vivant, et ça c'est votre postulat aussi, et la notion de cosmos est importante aussi. On parle bien sûr d'identité avec vous, Thomas Chatterton-Williams. D'ailleurs, vous êtes tous les deux, juste pour vous présenter très rapidement, vous êtes tous les deux philosophes. Vous êtes tous les deux journalistes aussi, et vous sortez ces deux livres pour vous, Devenir vivant, Séverine Kodjo-Granvaux, et pour vous, Thomas Chatterton-Williams, autobiographie en noir et blanc, Désapprendre l'idée de la race, un essai qui s'appuie sur votre propre histoire personnelle, et ce depuis l'enfance, où vous vous êtes questionné peut-être même très tôt sur votre identité noire, un père noir, une mère blanche, ce qui pose déjà des questions, et peut-être un choix qu'on fait. C'est votre père qui vous dit un jour moi vivant, ils ne feront jamais de toi un blanc, vous dit-il un jour en colère, alors qu'il veut que vous fassiez de la boxe, que vous ne voulez pas. Mais pour votre père, c'est important parce que c'est quelque chose qu'il faut faire quand on est noir. Vous dites que très vite, vous avez choisi, votre camp, si je peux le dire de cette manière-là, c'est d'être noir, et de le revendiquer pendant très longtemps, jusqu'à la naissance de votre fille en 2014, qui est née blanche, avec des yeux bleus et des cheveux blonds. Et là, tout s'est bousculé dans votre tête. Vous qui vous voyez dans le miroir noir, vous vous êtes retrouvé face à elle, et vous avez commencé à vous poser beaucoup de questions. Questions d'identité, questions de couleur, et questions de race. Et ce livre raconte ce cheminement avec beaucoup de doutes aussi, de questionnements. Et c'est pas fini d'ailleurs, on verra, parce que ça continue à cheminer. Ce n'est pas si simple de questionner l'identité et la race aussi. Mais il y a eu tout un cheminement qui vous a fait peut-être vous voir autrement dans le miroir. Peut-être cette première question, à quel moment, et on reviendra sur votre fille parce que c'est le déclencheur, à quel moment tout de même dans votre vie vous avez décrété, si je peux le dire de cette manière, décidé que vous porteriez cette identité noire comme une première identité, parce que ça a été le cas?
Thank you. And it's a pleasure to be here. I apologize for speaking in English. I've lived in your beautiful country for quite a long time, but I haven't yet mastered your beautiful language. I think that I started to change my sense of believing in racial categorization earlier than even the birth of my daughter, which I thought when I was writing the book was the beginning. But in fact, it was once I moved to France and I continuously found myself explaining to people that didn't start with the same history or assumptions from slavery, explaining to them why a single drop of black blood makes a person black, and that American one-drop rule. That I saw that I was having to convince French people of a logic, and once I stepped outside of everyone sharing those assumptions with me, I saw the logic begin to crack a little bit. Maybe that's a lot already for you. Je vais juste dire votre nom, j'ai pas Fabienne Gondran pour la traduction, pardon. Merci. Merci à toutes et à tous d'être ici. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Je suis navrée de m'adresser à vous en anglais. J'habite en France depuis fort longtemps, mais je ne maîtrise pas encore votre belle langue. Pour répondre à votre question, les choses ont commencé à changer pour moi, et ma perception des catégorisations raciales a commencé à changer pour moi avant la naissance de ma fille, bien que ce soit le jalon que je pose dans mon livre. Ça a commencé quand je me suis installée en France, lorsqu'il a fallu, en tant qu'Américain, que je m'explique auprès des Français ce qu'était cette one drop rule, qui est cette catégorisation selon laquelle, à partir du moment où on a une goutte de sang noir, on est noir et on est plus blanc par défaut. Et il a fallu que je convainque mon auditoire français de cette logique. Et ce faisant, lorsque j'ai fait un pas de côté pour l'observer, je me suis rendu compte que cette logique commençait à se fissurer. D'ailleurs, puisque vous parlez de la France, il y a quelque chose qui vous a marqué à ce moment-là, c'est que quand vous arrivez en France, vous n'êtes plus d'abord un Noir, vous êtes d'abord un Américain. Changer de lieu, c'est aussi changer de vision. Et là, vous posez d'autres questions à ce moment-là. Je pense que ça a été très marquant, cette arrivée en France et cette autre identité. D'abord un Américain et après un homme noir. Well, yeah, I mean, it was very eye-opening in many ways to come to Europe and specifically to come to France, because I mean James Baldwin and many African-American writers and artists who had come to Paris in the previous century had remarked on the kind of freedom from the American racial binary that they felt here, and had also oftentimes observed that they were treated in a way that was different than Algerians or Africans who were from the colonies. So there was that kind of sense of just being an American and understanding that, you know, there's a history of black people realizing what it felt like to be an American only by leaving America, because in America they were second-class citizens. There was that, but also, you know, I first moved to France for 1 year in 2003, and I taught, I was an assistant d'anglais à Roubaix, near Lille, and it was a very Arab area, and I was often just mistaken for being North African here. And so it wasn't just that I was an American, but I was also often misunderstood, and that was the first time that I understood in my life that your racial identity is not something fixed and real that exists in your blood and skin, but it's a negotiation between how you present yourself, what people bring to viewing you, what they assume certain physical characteristics mean, and that all comes together to create an identity. And so I was often spoken to in Arabic, and I would say, I don't understand what you're saying, and people would say, but you know, parle arabe, and why didn't your parents teach you to speak your language? And I was so confused at first. I'm sorry, I'm going on too long.
Mon arrivée en Europe et spécifiquement en France m'a véritablement ouvert les yeux. Il y avait tous ces artistes noirs, ces auteurs du siècle précédent qui avaient déjà exploré l'idée que sortir de cette binarité en sortant du continent américain était très libératrice et qui avaient noté qu'ils étaient traités différemment une fois en France de la manière dont pouvaient être traitées les personnes africaines ou algériennes des anciennes colonies ou des colonies. Et que eux, étant américains, étaient avant tout aux États-Unis des citoyens de seconde classe. Je suis arrivée pour la première fois, j'ai fait un premier séjour en France en 2003, j'étais assistant à Roubaix, et on me prenait alors très fréquemment pour un maghrébin. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il y avait une perception incorrecte de mon identité qui allait au-delà. L'identité allait au-delà du sang ou de la couleur de la peau, mais c'était une négociation constante entre l'identité que l'on s'attribuait soi-même, ce que les gens projetaient et percevaient en vous, et que c'était un alliage et un aller-retour entre les deux. Et souvent, les gens me disaient « mais tu es arabe, parle-nous en arabe », et ça me perturbait et je perdais un peu pied. Je voudrais qu'on parle d'héritage, justement, et d'héritage avant de parler de la grande histoire, parce que vous vous inscrivez aussi dans l'histoire et vous vous intéressez aussi à l'histoire pour comprendre la question de race et de quoi on hérite. Mais l'héritage, c'est d'abord celui des parents. L'ambiguïté, déjà première, je le disais, c'est vos parents différents, le père noir, la mère blanche. Et quand votre fille naît, en 2014, vous écrivez « Je crois avoir eu peur, comme un Oedipe moderne, d'avoir métaphoriquement couché avec ma mère blanche et tué mon père noir. » Ce moment-là est violent et j'imagine qu'il y a tout ce rapport aussi très intime avec les parents qui s'entrechoquent et les grandes questions de ce dont on a hérité. Et cette culture, même si les parents vous ont élevé loin des ghettos noirs, ou en tout cas en essayant et d'assumer et en même temps de ne pas vivre comme d'autres, et là c'est déjà très ambigu, cet héritage-là, qu'est-ce qui se passe à la naissance de votre fille? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là par rapport justement à vos propres parents? First of all, the one error in the book is she was born in 2013, and I don't know why it says 2014 in the book, but that was a problem of translation. When you come from groups that were historically oppressed, I think that you can feel a kind of loyalty loyalty to the wound, and I think that. What I was feeling was that, you know, there were several things going on. When it seems like you're changing classes or you're getting into a more comfortable situation than the situation of the ancestors and the parents who raised you, who struggled or who were victimized, it can feel like a betrayal. And I think that what was overcoming me when my daughter was born was realizing that even though I don't believe that she's white, this book is an argument against thinking in terms of black and white and against imposing these illusions of race. But the world thinks that she's white, and I was realizing that she could have extraordinarily different experiences than not just my father, but also me, and that she might feel very far away from some of the experiences and from that wound. And, you know, at that moment, that was something that sent me into a kind of, you know, philosophical crisis in some ways of, had I had the right to change the physical look of my family. And also my brother had a daughter with a Russian woman, so the entire family's body types look very different in 2 generations than they had before. Alors tout d'abord, petit point, il y a une petite erreur dans le livre. Ma fille n'est pas née en 2014, mais en 2013. Lorsque l'on est issu de groupes historiquement opprimés, on ressent une forme de loyauté envers la blessure. Et il se passe
un faisceau de choses, et notamment le fait que le changement de classe, en l'espèce, et le fait de passer pour moi dans une situation sociale plus confortable que mes ancêtres qui ont été victimisés, a pu constituer pour moi une forme de trahison. Et à la naissance de ma fille, et le livre pose comme postulat, est un argument contre l'illusion de la race et réfute la scission noir-blanc. Et le monde pense que ma fille est blanche, et je me suis immédiatement dit qu'elle allait vivre une expérience de son existence et de la vie très très différente de la mienne, très très éloignée de moi et très très éloignée de cette blessure. Ce qui a entraîné chez moi une crise philosophique, parce que je me suis d'emblée demandé, est-ce que j'ai le droit de changer l'apparence physique de ma famille, d'autant plus qu'au même moment, mon frère devenait lui-même père d'une fille qui était blanche, qui est blanche, et donc la question s'est doublement posée au sein de la famille. Et c'est la question même du livre, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment, finalement, vous dites le noir et l'identité noire, et petit à petit, c'est délété de vous, et on a essayé d'oublier ça. Et vous dites que c'est difficile parce que c'est sa propre histoire, c'est son propre regard. C'est moins le regard des autres. Depuis quelques années chez vous, c'était votre propre regard. Je parlais du miroir tout à l'heure. C'est ce qu'on fait avec soi-même et ça, avec sa propre identité noire, en fonction des pièces dans lesquelles on rentre, en fonction des lieux, c'est d'abord son propre rapport à soi, la couleur. Est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que ça, c'était la chose la plus difficile? C'est comment on se voit soi-même. Very much so. I came to writing the book was kind of how I began to answer some of these questions, and I came more and more to think that the way that we organize ourselves, the way that we think of ourselves and define ourselves and each other is insufficient. I knew it didn't capture my daughter. I began to question how it could capture me and why. I grew up in a household with a white mother and a black father, and just assumed that you're either one or the other, and that logic made sense, and began to think of the ways in which this came out of the collision of Europe and Africa and the New World through slavery, and how this was a logic of domination and exploitation, and why I was loyal to this logic and seeing myself through the lens of slavery, in fact. And I came to really think that, what does it mean to be black, to have a daughter who can look like this, and if my daughter can look like this and be descended from slaves, what does it mean to be white, and are these useful categories? And so then I decided that I don't think that many people immediately would give up race, but I decided that it was a kind of rebellion against what I think is a deep injustice and an illusion, to say that I'm no longer going to define myself in these terms, and I'm going to try to raise my children to subvert these ways of thinking. And I thought of a quote from Camus that was always very meaningful to me, when he said that the greatest act of rebellion is to simply live as freely as you possibly can. And so I'm trying to do my part to rebel against what I think is a fundamental human error. Le travail d'écriture, pour moi, m'a aidé à répondre à un certain nombre de ces questions, et j'en suis arrivée à penser que notre manière de nous organiser, de nous penser, de nous juger, de nous catégoriser était insuffisant. J'ai réfléchi à ma fille, du coup j'ai réfléchi à moi, j'ai réfléchi à la famille dont j'étais issue, ce père noir, cette mère blanche, qui était le fruit d'une collision entre l'Europe et l'Afrique, et donc le fruit d'une logique de domination. Je me suis rendu compte que, de fait, j'étais d'une certaine manière loyale envers cette domination, et que je me voyais à travers le viseur de l'esclavage.
et ma fille, qui est blanche et descendante d'esclaves. Donc il fallait que je redonne du sens à ces catégories, et je me suis rebellée contre elles, car je les vois comme une injustice profonde et surtout une illusion qui ne nous permette plus de nous définir tels que nous sommes. Et mon souhait est d'élever mes enfants d'une manière qui leur permette de renvoyer dos à dos ces catégories et surtout de les faire éclater. Et je pense beaucoup, et je cite dans le livre la citation de Camus qui explique que le plus grand acte de rébellion est celui de vivre librement. Et je pense que cette rébellion, pour moi, a en tout cas servi à corriger ce qui, pour moi, est une erreur humaine fondamentale. La misère m'empêcha de croire que tout est bien sous le soleil et dans l'histoire. Le soleil m'apprit que l'histoire n'est pas tout, dit Camus, que vous citez effectivement. Alors on est au cœur de cette grande question justement de la domination que vous creusez tous les deux. Et vous dites d'ailleurs, Thomas, que cette question, l'idée d'une distinction des races humaines telle qu'on la comprend aujourd'hui, n'est pas si ancienne que ça, et qu'elle remonte seulement à l'Europe des Lumières, au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle qui a permis à l'homme moderne d'inventer de nouveaux barbares. C'est ce que vous écrivez, Séverine Kodjo-Granvaux, dans Devenir vivant, paru aux éditions Philippe Ray. J'imagine que vous avez... Je voulais qu'on entende assez longuement justement le parcours et le processus, le cheminement de Thomas pour qu'on vienne à votre livre, parce qu'on part certainement de la même question et de cette domination de l'homme blanc sur les Noirs, et pas seulement, parce qu'il y a eu les femmes aussi à une période, les femmes, les hommes noirs et la nature. Et en sortir, finalement, c'est peut-être ça, sur le creux de votre question à tous les deux, en finir avec cet héritage-là de domination, et en finir avec la domination tout court. D'où est parti votre livre? Je pose cette question tout simplement parce que je parlais d'écologie tout à l'heure, et c'est le postulat de départ. La planète chauffe aujourd'hui, et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait d'elle? Et vous remontez l'histoire en disant que c'est peut-être parce qu'on a toujours voulu tout dominer, les hommes et la nature. Oui, en fait, j'ai écrit un ouvrage qui est une réflexion philosophique sur l'écologie, en partant en fait de cette question de la domination et cette question de l'esclavage moderne. En fait, mon interrogation au départ était d'essayer de comprendre ce qui s'était passé sous la modernité pour que on ait géographiquement, localement, un homme qui décide de partir à la conquête du monde et non plus seulement de ses voisins. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'impérialisme et de l'esclavage dans l'histoire de l'humanité, mais à partir de la modernité, il se passe quelque chose de radicalement différent, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'aller conquérir son voisin ou le voisin de son voisin, mais l'homme européen, en tout cas d'Europe occidentale, décide de partir à la conquête du monde dans sa globalité. Il y a un phénomène mondial, global, c'est-à-dire qu'on va vers les Amériques, on va vers l'Afrique, l'Asie, on va jusqu'en Océanie. Et il y a une volonté de domination qui est totale et qui est première dans l'histoire de l'humanité. Et il y a une démesure que je n'arrivais pas à m'expliquer. Alors il y a des travaux économiques qui explique que en fait, c'est l'époque du capitalisme naissant et que le capitalisme a besoin de nouveaux marchés et que ça justifie le fait qu'on parte comme ça à la découverte du monde. Des découvertes qui sont permises aussi parce qu'il y a d'énormes avancées scientifiques. On maîtrise beaucoup mieux les instruments pour la navigation très lointaine. Mais tout de suite, cette découverte se transforme en conquête. Et moi, il me semblait que l'argument économique, je l'entends, je le comprends, mais il me semblait qu'il n'expliquait pas tout. Et qu'il y avait aussi un autre élément pour expliquer cette démesure complète. Et puis, je me suis rendu compte, en faisant un petit peu d'histoire des idées, que
la conquête, celle qu'on appelle la découverte des Amériques, et qui va alimenter tout ce grand marché de la traite négrière. Elle se fait aussi en même temps qu'il y a une révolution dans les idées en Europe, qui est la découverte de l'héliocentrisme. Alors ça peut paraître très très éloigné, l'histoire de l'esclavage et la découverte de l'héliocentrisme, mais en fait il faut comprendre dans quel contexte intellectuel, idéologique, culturel on se situe. Quand on est à ce point de bascule en fait entre le Moyen-Âge et la modernité, où en fait on va découvrir que, contrairement à ce qu'on pensait depuis l'Antiquité et dans beaucoup de cultures médiévales européennes, on découvre que la Terre n'est pas au centre du cosmos et que tout ne tourne pas autour de la Terre, mais qu'en fait on est dans un système qui est un système solaire avec le Soleil en son centre. Et ça dérange. C'est-à-dire que quand on apprend ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand l'homme apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est l'homme européen qui apprend ça, parce qu'on ne pensait pas ça partout dans le monde à la même époque. Freud qualifie cette découverte de la première grande blessure narcissique. C'est-à-dire que l'homme européen découvre qu'il n'est pas du tout au centre de l'univers et que rien ne tourne autour de lui et qu'au contraire, il est vraiment très éloigné à la périphérie. Et ce qu'on observe du point de vue des idées, c'est qu'il va y avoir une séparation, c'est-à-dire que les philosophes, jusqu'à présent, pensaient beaucoup la place de l'humain, de l'homme, dans le cosmos, l'univers. Et en fait, du point de vue des idées, il va y avoir un repli sur Terre. On va laisser aux physiciens, astrophysiciens, l'étude du ciel. Et puis, on va réfléchir à la place de l'homme sur cette planète. Et finalement, il se passe en Europe ce phénomène où, à défaut de pouvoir être le centre de l'univers, l'homme européen va vouloir devenir le centre du monde. Et c'est à partir de ce moment-là que on passe dans un dispositif de vouloir contrôler, dominer l'ensemble de la planète. Ça fonctionne aussi avec une autre grande catégorie qui se met en place à cette période-là. Il y a des travaux très savants qui ont été faits, notamment je pense à travaux de Philippe Discola, qui montrent que en fait, la grande séparation nature et culture, elle se fait à cette période-là. On est la seule société, la société occidentale, à séparer complètement la nature et la culture. Et ça permet aussi de justifier l'entreprise, ça va permettre de justifier l'entreprise de domination et l'entreprise coloniale. C'est-à-dire qu'on va poser cette idée qu'il y a un état de nature et il y a un état de culture qui est la civilisation, qu'il y a cette grande ligne de progrès qui va de l'état de nature à la civilisation. Et juste après, ça se met en place au milieu, fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle, qui va être le grand siècle de cette idée de progrès qui va justifier l'entreprise coloniale. C'est-à-dire qu'il va falloir pour les Occidentaux de se dire on va dominer ces populations pour qu'elles sortent de l'état de nature et passer à l'état de culture. C'est une autre façon de dominer. Oui, c'est une justification idéologique, en fait. Je peux vous faire lire justement cet extrait qui place justement à ce moment-là le noir, avec deux morts, vous dites, hein, deux morts symboliques du noir, qui me paraît très, très important et qui explique un peu ce que vous venez de dire. Oui, juste, ce qui va se passer, c'est que... Alors, pour expliquer le texte, c'est que... en fait, du point de vue des idées aussi et du point de vue de la philosophie, quand l'homme européen s'extrait de la nature, il considère la nature comme de la matière qui va être vidée de sens, qui va être vidée de spiritualité, qui va être vidée presque de son énergie. Et de son vivant. Et c'est de la matière qu'on peut mesurer, quantifier, c'est de la matière morte, en fait. La nature devient de la matière morte. Et au XVIIe siècle, quand se met en place l'esclavage et la traite négrière, en Europe, c'est le grand siècle de l'ordre. On veut mettre de l'ordre dans l'univers, avoir de l'ordre dans l'univers avec des lois mathématiques, hein, et avoir une explication mathématique du fonctionnement de l'univers. Et puis, au niveau des sociétés, il s'agit aussi de dominer tout ce qui est de l'ordre de la nature. Et dans les sociétés européennes, ce qui est de l'ordre de la nature, ce sont d'abord les femmes, puisque
ça va être la période des grandes inquisitions contre les femmes et des chasses aux sorcières. Et il y a des textes, par exemple, du philosophe Francis Bacon, extrêmement violents, pour justifier le fait qu'on brûle les sorcières, parce que les femmes auraient conservé un lien organique avec la nature et qu'elles auraient un lien organique avec le cosmos, et que, du coup, elles empêchent le progrès scientifique. Donc, au nom du progrès scientifique, on va justifier cette chasse aux sorcières. Et puis, les autres populations qui sont identifiées comme vivant à l'état de nature et que du coup on justifie leur domination et leur exploitation, ce sont toutes les populations que l'on découvre lors de ces grandes découvertes. Donc c'est les peuples amérindiens et les peuples africains noirs. Et ces populations, parce qu'elles sont identifiées comme des objets de nature, sont des ressources, parce qu'on a transformé la nature en ressources naturelles que l'on peut exploiter. Et donc, puisque ce sont on va parler d'objets de nature, on va pouvoir les exploiter comme des ressources naturelles. Alors, assimilé à la nature et non à la culture, le noir peut être, comme tout élément naturel, transformé à la fois en une ressource à exploiter, en un outil qui sert à exploiter des ressources naturelles. Cet humain objet est mesuré sous tous les angles, quantifié pour estimer sa rentabilité exploitée en un double sens. Il est végétalisé en bois d'ébène, il devient ressource naturelle, il n'appartient plus au règne animal, première mort symbolique. On l'extrait de sa terre, le coupe de ses racines, le vend une première fois à des négociants, les négriers. On l'entasse au fond de la cale d'un bateau, le déporte outre-Atlantique, le revend à ceux qui en deviendront les propriétaires, détenteurs de terres à cultiver, les plantations. Là, les esclaves sont répertoriés, et puisque l'on entend utiliser leur force de travail, on les ressuscite comme animaux. Deuxième mort symbolique pour ceux qui ont survécu à l'horreur de la traversée. Ils renaissent comme animaux ou objets bien meubles. Et ils sont répertoriés, listés, aux côtés du cheptel ou des biens du maître. On attribue à l'esclave un nom, non pas pour reconnaître son humanité et sa personnalité, mais pour l'identifier. Sa force de travail sera exploitée, telle celle d'une bête de somme, non comme celle d'un ouvrier. Dans certaines colonies, notamment américaines, on use des hommes noirs comme des étalons pour la reproduction d'un patrimoine animal que l'on possède. On les force à violer des femmes esclaves pour qu'elles enfantent des êtres qui, aussitôt nés, sont dépossédés de leur humanité et réduits à la qualité d'un bien que possède le propriétaire esclave. Aux États-Unis, les esclaves n'ont pas le droit de fonder une famille, laquelle étant source de regroupement est perçue comme dangereuse pour le maître et le système esclavagiste. Elle est aussi, dans les imaginaires, ce qui différencie l'humain de l'animal. Le capitalisme naissant crée la traite, terme économique, négrière, et un commerce, triangulaire, extrêmement rentable qui va permettre à l'Europe de s'enrichir et de connaître un développement déterminant de son histoire. Alors, on le sait, c'est pas ce que vous nous lisez, Séverine Kodjo, et c'est pas nouveau et on le sait très bien. La question, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Et ça, c'est la question. Est-ce qu'on se positionne, vous le disiez, comme victime aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose qu'on peut choisir, et certains l'ont choisi, et comment aussi, et ça va être à tous les deux que je pose cette question, et c'est aussi une des questions que vous posez vous, c'est qu'à partir de ça, et la civilisation d'aujourd'hui s'étant créée sur cette base-là, et on sait bien qu'on est en crise aujourd'hui de cette façon d'avoir voulu posséder et la terre et d'autres hommes à un moment donné. Comment on se positionne aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Cette question victimaire, vous le posez, hein, vous l'écrivez, vous, Thomas, dans votre livre. Ce qui m'avait toujours fait hésiter, cependant, ce qui m'avait fait trancher pour une interprétation noire de moi-même, c'était l'impression très vague d'une dette envers une souffrance passée. Autrement dit, c'était une forme pure et simple de culpabilité. Ça, c'est à un moment donné de votre pensée aujourd'hui où vous avez décidé, si je vous ai bien lu, de vous positionner
autrement. Ne pas oublier bien sûr cette souffrance passée, parce qu'on le porte tous, et du côté des dominants et de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui et comment on se positionne? Well, I think that what makes a lot of sense to me is Frantz Fanon's call to really create a new human, a new way of being. Black people were created in this domination. People were not running around Africa calling themselves black before Europeans designated them as such, but white people were created in this domination too. White people were not running around calling themselves monolithically white. They were Celtics over here, they were not even Italians here, they were people from Naples or people from Calabria, they were people from parts of Prussia, they were Slavs. The original word for slave is based on what Greeks thought of the people living in Russian areas and places around them. I mean, people have been dividing themselves up and finding differences, but it was only through this extraordinary domination of Anglo-Saxons and then more and more types of white people in the New World, and Spaniards, of course, that pushed together many, many different types of people under this label of blackness. And I don't think that the terms can be redeemed. I actually think we have to find new language, find new ways of seeing, because these are permanently compromised. C'est Fanon qui a dit qu'il fallait créer un nouvel être humain. C'est la domination qui a créé cette dénomination de noir. Les noirs sur le continent africain ne s'appelaient pas noirs, et de même que les blancs, il n'y avait pas ce nom unilatéral de blanc pour toutes ces personnes. À l'origine, il y avait des Celtes, il y avait des Italiens qui ne l'étaient pas encore, puisqu'ils étaient soit napolitains, soit calabrais. Il y avait les Prussiens, il y avait les Slaves, et d'ailleurs le nom que les Grecs donnaient aux esclaves vient de là, de ces zones russes. Et donc il y avait tout ce kaléidoscope de personnes qui est tombé sous le joug de cette extraordinaire domination, d'abord anglo-saxonne, mais puis espagnole, et puis d'autres types de domination, qui les ont rassemblés sous une seule et même étiquette. Et je pense qu'il faut dorénavant trouver une nouvelle langue pour en parler. Oui, moi je crois que en fait, le sous-titre de l'ouvrage de Thomas est extrêmement intéressant, désapprendre l'idée de race. Je crois qu'on a un vrai travail à faire, qui est d'abord un travail d'enseignement de l'histoire, de ce qu'a été l'histoire de la traite négrière, l'histoire de la colonisation, afin de comprendre d'où viennent ces catégories. Elles n'ont pas toujours existé, et de voir à travers ces identités quels sont les rapports de domination qui sont véhiculés, qui se perpétuent, et cette question finalement de l'assignation. En fait, moi, ce que j'entends dans le récit qui est fait, c'est que finalement, même si c'est une question très intime, ça passe toujours par une catégorie qui vous vient de l'extérieur et qui vous est donnée. C'est les Blancs qui inventent l'idée de race noire, et nous, dans le contexte français, qui n'est pas le contexte américain, on a encore beaucoup de mal même à parler de blanc. Et autant on accepte le terme de noir existe dans notre vocabulaire, et on peut désigner des personnes comme étant noires, autant on a énormément de mal à se penser soi-même comme blanc. Je pense que c'est peut-être une différence importante avec les États-Unis, et donc il faut aussi interroger des fois ces silences ou ces mots qui ne se prononcent pas et qui ne se disent pas. Et puis l'héritage, vous parliez d'héritage, il y a l'héritage de la souffrance qui a été évoqué, et puis il y a un héritage qui peut-être est moins palpable, qui est l'héritage de la domination. Et je crois que
on a cet héritage-là sans en avoir nécessairement conscience. Quand on ne se revendique pas comme blanc et quand on ne pense pas à ces questions-là, on n'a pas toujours conscience qu'en fait, même si on ne défend pas ce système de domination, en tout cas on en est l'héritier, et ce qu'a mis en place l'esclavage moderne et puis la colonisation, c'est qu'en fait il y a deux mondes presque. Il y a un monde où l'on vit et il y a le monde dont on vit. C'est-à-dire que le maître et toute l'économie qui se fait à partir de la plantation, ça veut dire qu'on a des sociétés américaines et européennes qui vont vivre de l'exploitation de la canne à sucre, du coton, etc. Dans les colonies. Et donc les métropoles vont vivre de cette exploitation économique et de la domination de ces corps noirs dans ces plantations pour se développer. Et donc en France, on a toutes des villes comme Bordeaux, mais aussi les arrière-pays de ces villes comme Bordeaux, Nantes, qui se développent énormément parce qu'en fait, c'est toute une économie qui se met en place. Il faut construire des navires, il faut du cordage, il faut de la toile, il faut... enfin voilà, donc c'est tous des arrière-pays qui se développent. Et finalement, nous sommes les héritiers de ce monde-là, en fait. C'est-à-dire que notre société a pu prospérer parce qu'elle a exploité ces populations et ces ressources-là. Et ce système, en fait, se perpétue aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, on a... c'est un exemple que j'utilise souvent, mais on a tous des smartphones, et nos smartphones, en fait, ils n'existent que parce que on exploite le coltan dans les mines, notamment de la République démocratique du Congo, qui possède 90% des mines de coltan, et que en fait, cette exploitation, elle se fait dans des conditions extrêmement épouvantables par des enfants et des jeunes hommes au péril de leur vie, et que finalement, nous vivons de l'exploitation d'un autre monde-là. Et donc, nous héritons de ce monde-là, et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on perpétue le geste j'allais dire du bourreau, mais c'est presque ça. Est-ce qu'on perpétue le geste du maître, ou est-ce qu'au contraire, on refuse cet héritage-là et on commence à désapprendre ce qu'on nous a appris et à déconstruire les catégories dont on hérite ? C'est un grand travail de désapprendre ça. Juste pour revenir sur le langage, effectivement, les mots qu'on utilise, et on se le disait avant de démarrer cette rencontre, c'est que c'est difficile d'utiliser certains mots, noir, blanc, race, aujourd'hui. Vous l'avez d'ailleurs très justement dit dans votre livre dès le départ en prologue. Certains mots sont mis entre guillemets, des mots que vous vous efforcez presque de ne plus utiliser, mais Dieu sait que c'est dur quand on essaye de parler, vous rejetez les termes de blanc, noir, métis, race, biracial, asiatique, latino, monoracial, etc., et tous leurs synonymes. Ça passe donc par le langage, par le changement de langage, ça c'est important, et ça passe aussi par un changement radical de notre mode de vie. J'ai l'impression que c'est presque plus facile le langage que le mode de vie, mais c'est des grandes questions qu'on se pose, et on se rend compte dans votre livre, effectivement, et c'est pas non plus, on l'imagine bien, on le sait bien, qu'on a continué cette question d'exploitation. Oui, parce que en fait, la question que vous posez, elle met le doigt sur un point, c'est que en fait, cette histoire-là, elle n'est pas de nulle part. Elle naît d'une histoire particulière qui est celle d'un système économique qui se met en place sous la modernité, qui est le système économique du capitalisme et donc de la mondialisation, et que finalement, en fait, déconstruire cette question-là, c'est aussi déconstruire ce modèle économique qui est un modèle d'exploitation des ressources, d'exploitation des forces de travail, en fait, j'ai envie de dire de l'énergie vitale, de toutes les énergies vitales, c'est-à-dire c'est l'exploitation des ressources fossiles, de ce qui permet, en fait, enfin, on sort quand même pour moi, de ce grand échec qu'a été Glasgow sur ces questions écologiques, mais c'est aussi ces ressources-là, et on voit très bien qu'en fait, on vit dans un monde et on fait comme si ces ressources étaient exploitables infiniment. Il n'en est rien, et on exploite des énergies humaines
pour justement extirper ces ressources-là. Donc ça engage effectivement à poser, à interroger notre manière d'habiter le monde. Est-ce qu'on... Il y a Malcolm Ferdinand qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Une écologie décoloniale, qui parle d'une manière d'habiter le monde qui s'appelle l'habité colonial. C'est-à-dire que, en fait, il qualifie cette manière d'habiter le monde comme un habité colonial. Est-ce qu'on le perpétue ou est-ce qu'au contraire, on propose autre chose? Moi, je n'ai pas une solution toute faite, mais en tout cas, c'est des questions, on voit bien aujourd'hui, qui se posent de plus en plus et qui se posent de plus en plus à travers le monde. Vous vous inscrivez tous les deux dans les mots d'autres personnes. Vous avez cité Thomas Camus, Fanon, ils sont dans votre livre et pas seulement, ce sont des personnes qui ont bien pensé bien avant nous, bien avant vous, qui ont été importants dans la construction de la pensée et dans l'évolution aussi. Parmi les gens que vous citez, il y a Édouard Glissant, que vous connaissez aussi certainement. C'est important aussi ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Juste avant qu'on en parle, peut-être justement qu'est-ce qui est important chez lui et qu'est-ce que vous avez ressorti de sa pensée et en quoi c'était important de le citer. Pour moi, Glissant, c'est quelqu'un qui m'imprègne parce que il nous permet de sortir de ces catégories blanc, noir et de chercher justement à ne plus s'opposer sur ces questions-là et à réinventer une manière d'habiter le monde qui est à la croisée de ces chemins-là et de ces héritages-là. Et puis c'est pour moi une parole importante parce que justement en invitant à repenser et habiter autrement ces catégories, il permet justement de sortir de son chez-soi, de sa petite identité, j'ai envie de dire, pour élargir en fait les généalogies, élargir les héritages possibles et de pouvoir s'ouvrir à l'autre et de pouvoir intégrer l'histoire de l'autre dans sa propre histoire. Et je crois que c'est peut-être ça en fait qu'on a du mal à faire, en tout cas en France, sur ces questions-là, d'ouvrir la question des mémoires, et pas seulement de l'histoire, mais des mémoires, et d'intégrer la mémoire de l'autre à sa propre mémoire. Je vais vous citer, je vais lire effectivement ce que dit Édouard Glissant et ça va vous parler, Thomas. Les identités peuvent être abordées autrement que de façon nationalitaire, car ce que nous apprend à la fois la poétique et la poétique de la terre, c'est qu'il est possible de s'affranchir des racines et même du sol, sans pour autant occulter la présence au lieu. Ce qu'il dit tout simplement, c'est effectivement cette grande question d'identité, l'identité nationale qui pose effectivement une question, c'est que il faut s'affranchir de ça et surtout s'affranchir de ce qu'on appelle les racines. Et j'imagine que ça, c'est une des questions que vous vous posez aussi. Et vous qui vous êtes aussi déplacé physiquement, changé de lieu, tout en respectant le lieu où on habite et en ayant conscience du lieu qu'on habite, s'affranchir de ce qu'on appelle les racines. Est-ce que ça vous parle? If I understand the question correctly, you're saying that we need to think about how we describe our roots and have a grander understanding of all of our histories combined together. C'est ça? Si je comprends bien votre question, c'est qu'on doit trouver une manière de décrire nos racines et d'en avoir et d'embrasser une perception plus large de nos origines. C'est ça. On pourrait le résumer presque comme ça, Séverine, oui. Non, c'est aussi de pouvoir choisir son héritage et de pouvoir, dans son identité, choisir d'aller au-delà de l'identité à laquelle on est censé appartenir. C'est presque la notion de famille qu'on choisit aussi. Oui. Et chez Glissant, il y a cette idée de lieu intéressante qui est le lieu, c'est un lieu d'élection. C'est-à-dire qu'on peut choisir de s'ancrer dans un territoire qui a priori n'est pas le nôtre et de composer en fait, de construire de composer, je crois, de composer son identité. Et vous l'écrivez, c'est aussi choisir sa famille, ses amis, le monde qui nous entoure. Finalement, notre identité est mouvante et elle peut être aussi celle qu'on choisit, indépendamment de celle dont on hérite.
Yeah, I mean, that speaks powerfully to me, actually. I think that oftentimes we're really not very adventurous in how we choose to imagine ourselves or to construct ourselves. And I think that in this way, and I've written about this maybe more so in my first book, but in this way I think actually being marginalized or specifically being African American and having your ancestry and your history wiped out, because you really don't know who you were before the ship took you to America. James Baldwin has this way of putting it where he says, it's like before Noah's Ark, you don't know what happened before the flood. None of us knew where we were from, and so we had to construct ourselves, and so we had to choose the aspects of certainly European history, but also other parts of world history that resonated for us. And so that's why you have Ralph Ellison or James Baldwin saying that Shakespeare is his, and that André Malraux is his, or just the choice to take the tradition that means something to you and construct yourself because this is part of a larger tradition. I think that's been a gift for African Americans, but I think that that's something that probably people who have been constructed as white might want to do more as well, because there was so much interchange before Europeans became this thing that they say they are now. I think that we could all benefit from that type of mentality, very much so. Sorry. Ce que vous dites a un écho très fort chez moi. Souvent, on n'est pas très aventureux dans la perception qu'on a de soi-même ou dans la construction qu'on a de notre propre existence. Et j'en parle dans ce livre-là, et plus encore dans mon premier. Le fait d'être marginalisé en tant qu'Afro-Américain, c'est que nos ancêtres ont été rayés de la carte. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de leur histoire avant le bateau qui les a amenés sur le continent américain. C'est ce que Baldwin raconte lorsqu'il dit que l'on ne sait rien avant l'Arche de Noé. On n'a pas l'histoire d'avant. Et donc, on peut choisir, en tant qu'Afro-Américain, l'aspect de l'histoire européenne ou de l'histoire mondiale qui fait écho chez nous. C'est ce que Ellison ou Baldwin ont pu faire en se réclamant de Shakespeare ou en se réclamant de Malraux, ou en tout cas d'une traduction beaucoup plus large que celle qui aurait pu leur être assignée du fait de leur identité. Et je pense que c'est un cadeau pour nous, Africains-Américains, et que les personnes qui se construisent ou qui sont construites en tant que blancs pourraient fort bien s'en inspirer davantage, car c'est une manière de voir les choses dont on peut bénéficier mutuellement, il me semble. Séverine ? Ouais, je trouve ça extrêmement important parce que finalement, la question qui se pose, c'est celle de la construction du récit national et aussi de ce qu'on met dans ces idées, dans ces identités nationales. Si on prend le cas de la France, on a aujourd'hui une population, une grande partie de la population française qui a en tout cas des ancêtres qui viennent d'Afrique, ce qu'on appelle les afro-descendants, et qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont français, qui sont nés français. Et comment est-ce que leur héritage africain n'est pas seulement leur héritage africain, mais se transforme en notre héritage africain? C'est-à-dire comment est-ce que cette histoire de l'Afrique devient aussi constitutive de l'identité française? Comment est-ce qu'on intègre ces apports-là, l'apport des Français qui viennent d'Asie, qui ont un lien qui est souvent un lien colonial? Comment est-ce qu'on intègre cette histoire, et pas seulement l'histoire coloniale, mais beaucoup plus large, ces histoires culturelles, ces cosmovisions, ces manières aussi de vivre, et dans l'identité française. Et ça, c'est un énorme défi, mais je crois que c'est
comment dire, j'ai presque envie de dire, parce que chez nous le terme de république est extrêmement important, mais c'est peut-être ça l'utopie républicaine. Ça serait d'arriver à intégrer ces histoires-là, ces cultures-là dans notre identité, notre culture française. Et puisque je crois que si on est tous là à un salon littéraire, c'est qu'on croit aussi en la puissance des imaginaires. Et moi, je n'ai pas envie de laisser la place à une fabrique des imaginaires et des passions tristes et des imaginaires de haine, et qu'on peut aussi construire d'autres imaginaires et montrer que finalement, c'est un enrichissement de notre propre identité française que d'accueillir ces autres part de la grande famille humaine et la grande des cultures en fait du monde. Et c'est ça, devenir vivant, hein. C'est aussi le rapport à l'autre et aux autres. Ce que je disais depuis le début, c'est qu'il faut réapprendre alors j'allais dire à vivre ensemble bêtement, mais à rendre ou à voir les choses autrement et à voir la nature vivante, à voir même la mort vivante, à revoir le cosmos, à se redéfinir dans le monde. C'est encore plus vaste, hein, cette utopie que vous avez, Séverine Kodjo-Granvaux. Oui, parce que je parlais de la puissance des imaginaires, mais on a quand même la modernité a produit 2 grandes fictions qui sont extrêmement efficaces, qui est la fiction de l'autonomie et la fiction de l'individu. C'est-à-dire qu'on a construit, et ça c'est la grande force du capitalisme aussi, de construire des sociétés où on prône cette valeur de l'individu et de l'autonomie, mais en fait l'individu n'existe que parce qu'il est lié, et l'autonomie, elle n'existe que parce qu'on est lié en fait, et que parce qu'on est dans un réseau d'interdépendance. Donc c'est comment est-ce qu'on renoue avec ces idées d'interdépendance et prendre conscience qu'on n'est pas des nomades isolés comme ça qui vivent toutes seules dans la société, mais qu'on a absolument besoin des autres. Même si cet autre, on ne l'aime pas, on n'est pas obligé de l'aimer, mais on doit revenir avec ce lien, et ce lien, repenser ce lien d'interdépendance, c'est aussi le lien d'interdépendance avec l'ensemble du vivant, parce que on pense souvent que le monde est habitable uniquement par l'action de l'humain, parce qu'on aurait rendu ce monde habitable, mais en fait ce monde n'est habitable et vivable que parce que les plantes captent la lumière du soleil et la transforment par le processus de photosynthèse en oxygène, et que s'il n'y avait pas les plantes, s'il n'y avait pas tout ce végétal-là, en fait la vie n'existerait, en tout cas pas sous la forme que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rabaisse notre ego finalement, c'est ça aussi, c'est que l'homme blanc dominant, il faut qu'il se remette un tout petit peu à sa place. Moi, c'est ça que j'entends aussi, c'est de se rendre un tout petit peu plus inférieur à ce qu'on croit être. Oui, j'ai commencé à parler de cette grande démesure de la modernité. C'est justement en fait de revenir à de l'humilité. Et j'aime beaucoup l'humilité, c'est important pour moi, parce que c'est aussi la même racine que humus et la terre. Donc le retour à la terre, c'est aussi un retour à l'humilité, et puis prendre conscience que c'est peut-être l'échec de cette civilisation, en tout cas une partie de son échec, même si elle a pu produire d'autres choses très lumineuses. Mais c'est aussi du coup de se dire que cette manière d'habiter le monde a été réellement dévastatrice, et qu'il est peut-être les solutions sont peut-être à chercher chez nous, mais aussi chez les autres humanités, de voir ce que les autres humanités ont produit, notamment lorsqu'elles pensent ce rapport au grand tout, au vivant, aux plantes, au cosmos. Et je pense à toutes ces écologies premières qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, qui justement resituent l'humain, et pas l'homme, l'humain au centre, au milieu.
pas au centre, mais dans un entrelac de relations avec l'ensemble des mondes animal, végétal et minéral. Et effectivement, vous parlez des écologies africaines de la même manière que vous avez aussi beaucoup travaillé sur la question de la philosophie et des philosophies africaines, ce qu'on connaît très peu, nous, ici. Je vais me permettre de vous lire, Thomas, parce que je ne vais pas vous imposer de le lire en français. Quelques mots de vous. J'ai également appris à poser des questions différemment. J'ai commencé à reconnaître que ce dont je suis le plus proche, en réalité, ce n'est ni d'une identité blanche ou noire, au sens abstrait, mais d'une vraie famille, de vrais amis, c'est-à-dire des gens en chair et en os, de différentes teintes et de différents héritages, rien de plus, rien de moins. Mais n'importe quel imbécile peut s'apercevoir que les blancs ne sont pas vraiment blancs, et les noirs pas vraiment noirs. Il vaut la peine de rappeler la phrase d'Albert Murray sur laquelle j'ai commencé à insister, timidement d'abord, mais avec une confiance grandissante à mesure que ma nouvelle réalité familiale s'est matérialisée, passant de la simple conjecture à la vraie vie. Je suis déterminée à vivre avec ce niveau-là de naïveté enfantine, c'est là que je voulais en venir. C'est le seul antidote que je connaisse contre l'hypocrisie venimeuse du monde adulte qui déploie des métaphores de couleurs pour ranger les gens dans des castes qui se concrétisent ensuite dans le monde réel. Vous assumez cette naïveté enfantine. Et ça, dès le départ, vous assumez ça et vous le revendiquez, vous le recherchez. De la même manière que vous, Séverine, vous revendiquez cette recherche poétique. Je voulais qu'on finisse là-dessus. En quoi et pourquoi revendiquer cette naïveté enfantine, Thomas? Because when you see your children and the way that they interact with the world before they become more sophisticated, I think it reflects very badly on some of the sophistication that we gain. When my daughter was 4 years old and we were interviewing Nunu to come and watch her after school, one could be African, one could be Arab, one could be Romanian, one could be French, and she would say, well, she has an orange bracelet, and this one had, black shoes. And, we forget that that's actually how children engage the world before they're taught race, before they're taught racism. And so I mean that in a very simple way. I mean that the Nazis had a very sophisticated way of thinking about race. They had a racial science, that the Nuremberg laws are sophisticated. There are all these rules for understanding if someone is a Jew or not, and there are many steps. And the Nazis based that kind of sophisticated understanding of race in many ways on Southern laws of hypodescent in America, of who constitutes a Negro, who is a mulatto, who is quadroon, octoroon. In some states like Louisiana, you could be enslaved until you were 1/32 black, which is as white as a Swedish person would look to you. This is a very sophisticated way of chopping up the world, and I want to reject that. And I think it is naive. I think that most people have a very cynical view of what's possible. And so that's what I meant in that passage. But I also just want to say that I think I'm probably doomed to be more of an individualist as an American. I just really do believe that the individual and the family are primary units. I'm sorry. And so in that way, what I'm talking about in that passage is that I reject that my daughter is white. She's my daughter. She's a person. And I want out of this collective imposition. Lorsqu'on voit l'interaction que les jeunes enfants peuvent avoir avec le monde, avant que la sophistication ne leur vienne à l'âge adulte, parfois on peut un peu en pâlir de honte. Quand on sait ce qu'on finit par gagner, nous, par la suite. Je me souviens, quand on faisait passer des entretiens à des nounous pour ma fille, il y avait des femmes qui venaient d'Afrique, il y avait des femmes africaines, des femmes arabes, des femmes roumaines, et ma fille regardait leurs bracelets orange, leurs chaussures noires, etc. Et il y a cette perception du monde qui nous échappe complètement quand vient s'embringuer là-dedans la sophistication de l'âge adulte, et ceux qui étaient
très fort pour avoir ce degré de sophistication pour classifier la race, c'était quand même les nazis qui avaient inventé une manière de classifier les juifs très très sophistiquée, qui était au demeurant très inspirée des lois sudistes des afrodescendants aux États-Unis, avec la catégorisation en mulâtre, octavon, etc., jusqu'au fait que l'on pouvait être un 32e noir, autant dire qu'on était à ce moment-là aussi blanc qu'un Suédois. Et je pense que de nombreux adultes ont une vue très cynique des possibles et de ce qui est possible. Donc c'est en ça que je parlais de cette naïveté enfantine. En tant qu'Américain, il me semble que je suis condamnée à une forme d'individualisme. Il me semble que l'individu et la famille sont pour moi des unités primordiales, mais je rejette le fait que l'on catégorise ma fille comme étant blanche. Ma fille est ma fille, c'est une personne. Et ça, c'est important. Cela dit, quand on vous lit, on se rend compte aussi qu'on est toujours rattrapé partout, par l'histoire, parce que tout ce qu'il y a autour de nous qui nous renvoie à la condition de la race, de l'esclavage, de l'histoire, etc. Vous donnez une anecdote très, très simple. Cette petite statue, cette tête d'esclave qui se trouve chez votre belle-mère, qui vous marque, qui vous frappe, et vous ne voulez pas que votre fille la voie, mais on ne peut pas échapper à tous ces signes-là. Comment on fait pour garder cette naïveté, d'arriver à ne plus, à gommer toutes ces strates-là et ces couleurs, quand tout dans la société nous renvoie à ça? Well, that's a very good question. The world does not permit you to guard your naivete, but what I think actually you can do, and what I argue for in the book, is that you can achieve a perspective. You can fight against that, and you can interrogate the kind of biases that you're encouraged to take on as a second nature, so that you don't think about it. You're talking about my wife's grandmother at her house in Normandy had a tête de nègre on the table basse, and it never struck her. I don't think she's actually a woman who despises black people just based on the way that I have interacted with her, the way that my father has interacted with her. I believe she loves me. And I just don't think that elle a 90 ans, and I don't think that in her life she would ever imagine that there was something wrong, or even it would shock her. And, it's one of those things where I don't think it's the job of everybody to go out and teach everybody, but I was thinking about what it would mean for my daughter to see that, and what type of ideas she would learn about mastery. There are the heads of the biche and things like that on the wall. There's the head of the black person on the table basse, and who's a master, who's not, who's dominated. I didn't want those things to be what she took as normal. But I think that, that's what education is. You develop a perspective where you challenge the language of the world around you, and you achieve your perspective. Bien évidemment, le monde ne nous permet pas de conserver cette naïveté. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est réussir à peaufiner un point de vue, une perspective sur les choses qui permet d'interroger ces tropismes, ces tendances. Et vous parlez de l'anecdote chez la grand-mère de mon épouse, qui avait donc cette fameuse statuette de tête de nègre sur la table basse dans le salon, qui, à ma connaissance, cette femme de 90 ans ne méprise pas les Noirs, a une interaction parfaitement classique et normale, je dirais, avec moi ou avec mon père, et qui, à ma connaissance, ne voit pas de mal ni rien de choquant au fait d'avoir cette statuette chez elle. Et moi, je ne voulais pas entrer dans une problématique de faire de la pédagogie. Mais en même temps, je ne voulais pas que ma fille voie cette statuette et se mette à avoir toutes sortes d'idées sur les maîtres, les dominants, les dominés, et qu'elle voit cette statue sur la table au même titre que la tête de biche contre le mur, qu'elle voit la tête de nègre sur la table, comme quelque chose de normal. Et c'est là que vient prendre tout son sens, c'est là que l'éducation vient prendre tout son sens, car elle permet d'avoir un point de vue
qui remet en question les perceptions et le langage avec lequel on aborde le monde. Et puis on en discute depuis quelques années maintenant, beaucoup de débats autour de cette question et de l'héritage qu'on a eu, alors avec des désaccords aussi autour de la question de la position qu'on doit avoir en fonction des couleurs, est-ce qu'on doit revendiquer ou pas. Donc le débat est ouvert depuis quelques temps maintenant. Vous revendiquez cette naïveté et vous revendiquez de la poésie. C'est vrai, Séverine Kodjo-Granvaux. Juste parce que, et après je vais vous donner la parole pour quelques questions et je pense et j'espère qu'il y en aura. C'est un essai très documenté, très inscrit dans l'histoire, dans d'autres écrits aussi, mais c'est aussi une histoire personnelle aussi, et c'est une revendication que vous avez de regarder le monde autrement et de façon plus poétique. Est-ce que je me trompe en disant ça? Et comment on arrive aujourd'hui aussi en 2021, quand les questions sont très sérieuses aussi, à garder ce regard poétique sur le monde? Mais en fait, je crois que la poésie, elle n'est pas si loin de la naïveté que Thomas évoque. C'est aussi finalement cette naïveté de l'enfant. Les enfants sont les plus grands poètes. Ils ont ce regard sur le monde qui a un regard en beauté. Et c'est peut-être ça qui nous manque aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est... comment dire ? On pourrait se laisser envahir par ce flot de violence en fait, qui traverse nos sociétés. Et puis aussi, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit parce que en fait, les enfants, effectivement, ils ne voient pas la race. Cette idée même de race n'existe pas chez les enfants. Et souvent, c'est quand en tout cas dans le cas français, c'est quand ils arrivent à l'école qu'ils vont découvrir que peut-être ils ne sont pas blancs, qu'ils sont désignés noirs, ou ils sont désignés métis, ou asiatiques, chinois, etc. Et donc, c'est la société, en fait. C'est le monde des adultes qui leur transmet ça. Alors, comment, finalement, ne pas transmettre notre regard d'adulte à nos enfants et renouer avec notre regard d'enfant, qui est un regard poétique et qui est un regard sur la beauté du monde. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était... Enfin, je l'ai entendu, vous ne l'avez pas formulé comme ça, mais que ça pouvait être très utopiste, en fait, ce que je disais là. Mais c'est aussi revaloriser ces instants de beauté qui transpercent notre monde et s'accrocher à eux pour construire quelque chose à partir de ces instants de beauté. Vous êtes d'accord, je pense, Thomas, dans ce qu'elle vient de dire. Agree. On ouvre beaucoup de portes, on nous pose pas mal de questions par rapport à cette question identitaire et pas seulement. Est-ce que ça suscite ou ça a suscité des questions ou des remarques chez vous? Il y a un micro qui est présent. Ah, ici, il y a une question. C'est pas parce qu'on a beaucoup de micros sur le devant, il y a peut-être plus de micros baladeurs. Merci beaucoup. Alors j'ai eu, alors déjà merci beaucoup pour vos propos qui étaient vraiment très intéressants. Alors j'ai réagi de nombreuses fois aux propos de Madame Kodjo-Granvaux. Notamment concernant tout ce qui concerne la déconstruction et l'histoire. Alors j'ai pas pu m'empêcher de prendre des notes, j'étais très attentif. À un moment vous parlez de l'invention de la traite par les Européens, mais on est bien d'accord que l'esclavage existait bien avant que les Blancs ne posent le pied en Afrique et que c'était majoritairement, d'un point de vue numéraire en tout cas, un fait africain qui a été exploité effectivement par les Européens, mais qui était avant tout africain. Alors finalement, moi, ce qui m'a dérangé dans vos propos, c'est que finalement, alors vous évoquez effectivement la volonté occidentale de dominer le monde, qui vient de l'humanisme, ensuite des Lumières, effectivement, et historiquement, d'un point de vue civilisation, oui, effectivement, la civilisation occidentale, c'est une civilisation de domination qui cherche à dominer l'ensemble, non seulement les autres peuples, mais aussi d'un point de vue géographique, d'un point de vue scientifique, contrairement à la conception asiatique, qui, elle, se fonde sur justement se fondre dans l'environnement, accepter tout ce qui se passe, en osmose vraiment avec le cosmos et le monde en règle générale.
Mais finalement, est-ce que cette conception du monde de domination, on ne peut pas lui trouver aussi des côtés positifs, parce que c'est ce qui a permis aussi aux Occidentaux, notamment, et à d'autres peuples évidemment, justement de vouloir combattre la mort, de vouloir fabriquer des hôpitaux, de vouloir découvrir des vaccins. Enfin, voilà, on a aussi toutes des choses énormément positives qui ne sont pas évoquées, et je trouve ça dommage. Et finalement, est-ce que tout ça, cette volonté de domination, quand on voit qu'aujourd'hui elle est accaparée par des civilisations qui ne sont pas du tout les civilisations occidentales, mais la civilisation orientale, les Chinois par exemple, qui ont complètement basculé, qui ont changé leur approche des choses, pas d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue de leur manière d'agir, d'un point de vue politique. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas très humain, davantage que occidental? Est-ce que, parvenu à un certain niveau de puissance technologique, l'être humain n'a tout simplement pas envie de dominer le monde autour de lui? Il me paraît que j'ai pas l'impression que c'est forcément quelque chose d'occidental, mais que c'est malheureusement quelque chose de très humain. Mais est-ce que finalement on ne peut pas retourner ça pour en faire quelque chose de positif, pour aller au-delà justement de ces questions et de se dire on va utiliser la science et la volonté de domination qui va avec pour finalement régler des problèmes comme par exemple le réchauffement climatique, le traitement des déchets nucléaires, je sais pas. Enfin, il me semble qu'on peut voir ça aussi de manière positive. Alors, il y a deux questions dans votre intervention. Sur la première, sur la question de l'esclavage, et il y a toujours eu effectivement différentes formes d'esclavage depuis l'Antiquité. On sait qu'il y avait un esclavage en Grèce, etc. Ce qui se passe sous la modernité, c'est que, en fait, là, vous avez et donc il y avait aussi un esclavage intra-africain qui prenait d'autres formes. Ce qui se passe avec la modernité, c'est que là, on a une industrialisation et un phénomène qui prend une ampleur telle qu'il y a un saut qualitatif qui s'opère et que c'est un autre phénomène. On rentre dans une industrialisation d'une pratique qui existait, qui a effectivement toujours existé, mais sous d'autres formes. Et là, ça prend une ampleur telle que il y a un autre, il y a la traite transatlantique, et puis il y a la traite qu'on appelle arabo-musulmane, qui est sur plus de siècles, mais numérairement, en fait, il y a une concentration au niveau de la traite transatlantique qui fait qu'on a un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et puis, c'est à partir de ce phénomène-là que se met en place le système capitaliste qui, en fait, se construit, qui nourrit la traite et se construit sur la traite. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, le système bancaire naissant qui se met en place. En fait, il va énormément bénéficier de la traite négrière, puisqu'il faut faire des prêts pour les négriers. En fait, c'est une entreprise extrêmement périlleuse, donc il faut de l'argent, ça permet de développer le système bancaire, et puis le système des assurances. Parce que c'est une entreprise périlleuse et qu'il faut assurer les navires négriers. Et aujourd'hui, la plus grande compagnie d'assurance en Angleterre et la plus grande banque en Angleterre sont nées de cette histoire-là. Et donc, en fait, on a un système économique qui se met en place et qui se nourrit, qui à la fois permet cette traite et se nourrit de cette traite-là, et qui se développe sur plusieurs siècles, et qui, effectivement, aujourd'hui, est confronté, ce système de la mondialisation est confronté à d'autres impérialismes, qui est l'impérialisme chinois, en fait, si je reprends ce que vous signez. Mais aujourd'hui, on a cette confrontation, elle se fait au sein d'un même système économique. C'est-à-dire qu'on a des acteurs différents qui, en fait, cherchent à avoir le contrôle sur des marchés et des parts de marché. Et effectivement, on voit, par exemple, aujourd'hui arriver notamment énormément de sociétés chinoises en Afrique et s'accaparer les terres arables, etc. Mais on reste dans le système économique capitaliste, en fait. Et en ça, je suis d'accord avec vous pour dire que ce phénomène n'est pas uniquement occidental aujourd'hui, mais historiquement, il naît en Occident.
Et après, sur le côté positif, en fait, la question que vous posez, on est dans un système économique qui favorise un système de domination, de captation des ressources et d'exploitation de ces ressources-là. Je ne crois pas que c'est ce qui définisse l'humanité et le développement ou le progrès de l'humanité. Et qu'il y a toujours eu des résistances et que les moteurs de l'histoire sont aussi des luttes contre ces dominations et contre ces exploitations. Et que je dirais la marche vers la liberté, c'est aussi ce refus de cette manière d'habiter le monde qui est une manière extrêmement violente. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques après ce qui s'est dit ou pas? Alors moi, je vais finir avec vous, Thomas. 2 petites questions importantes. Est-ce qu'il vous arrive encore de paniquer? Parce que vous écrivez, encore aujourd'hui, des sentiments proches de la panique s'insinuent en moi. D'une part, il y a cette panique aiguë et extrêmement spécifique avec laquelle je me demande si nous avons, en effet, mon frère et moi, altéré pour toujours la culture, l'état d'esprit, la physionomie, ou oui, la race de toute une lignée de personnes, comme un train de marchandises changeant lentement mais irrémédiablement de voie. D'autre part, il y a la panique plus subtile, plus feutrée, mais obsédante, qui se manifeste par la simple conscience d'un avantage non mérité. Il est impossible de ne pas le ressentir à une époque où, malgré les formidables progrès sociétaux, l'identité noire est encore sujette à toutes sortes de violations et de mépris, pas toujours bien sûr, mais en particulier à l'intersection épineuse avec la pauvreté, où les gens perçus comme noirs continuent d'être arrêtés, fouillés, poursuivis, harcelés, étranglés, criblés de balles en plein jour et laissés dans la rue à pourrir. Que signifie le fait d'avoir échappé à un destin? Dit crûment, que vaut le fait de se rapprocher de l'identité blanche et que coûte la couleur? Et inversement, est-ce qu'elles sont encore là, ces paniques et ces questions? No, I don't think I do panic anymore. I think that I've lived with my daughter and now my son, and they're just my family and they're my people, and I am really no longer in this, what my late friend Stanley Crouch called the all-American skin game anymore. I feel like I come back over and over again to something that Richard Wright said, that is every hour that you're fighting for your freedom is an hour you're not free. And at some point, I realized that I was basically living the way I want to. You know, nothing is perfect, but trying to have a good life. My kids are having a good life. We are not actually being oppressed. And if there's some distance there, then I think that's also what my father was fighting for and hoping for, and so I've let go of some of the baggage that I think so much of the world tries to impose on you, and that's where I think I arrive at a kind of individualism, and then, you know, in my work, I'm aware of so much injustice that's still going on, and I'm invested in that, but I've decided to stop playing this game, and it's been a liberating experience, actually. Non, je ne crois plus être en proie à ces paniques, à ces questions. Aujourd'hui, je vis avec ma famille, ma fille, mon fils, et je ne suis plus en proie à ce qui a été appelé le All-American Syndrome. Skin game. Skin game, pardon. Le jeu de couleur de peau américain, le All-American Skin Game. Aujourd'hui, je mène ma vie comme je l'entends, comme je l'entendais, et je réussis à laisser derrière moi tout le poids, toutes les valises, toutes les casseroles que voudrait m'imposer le monde. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai plus conscience des injustices et que je ne suis pas investie dans ce combat, mais j'ai arrêté de me prêter au jeu.
Merci beaucoup Fabienne Gondran pour ce travail intense de traduction et très juste aussi. Merci beaucoup à vous Thomas Chatterton-Williams, autoportrait en noir et blanc, Désapprendre l'idée de race aux éditions Grasset. Et merci infiniment Séverine Kodjo-Granvaux, Devenir vivant aux éditions Philippe Ray. J'ai pris un grand plaisir à vous lire tous les deux et à vous écouter aussi. Et puisqu'on parlait d'origine, je rappelle la lecture tout à l'heure musicale de Léonore de Recondo, Revenir à toi. Elle sera accompagnée d'Édouard Ferlet, qui est aussi une histoire d'origine et de retour aux origines. Je pense que ça fera d'une certaine manière un peu écho à ce qu'on a commencé à aborder. Merci à vous aussi.